C'est-à-dire c'est le secret bancaire absolu, avec par contre des États qui doivent payer, parce que par derrière, on nous explique que voilà, si demain il y a le feu au lac, dans tel, je sais pas, demain ce sera peut-être la Slovaquie ou Malte ou je ne sais qui va encore être en difficulté. Par contre, faudra faire un chèque. Ah, on a inversé l'ordre des valeurs. C'est incroyable, c'est-à-dire dans des pays, et notamment c'est plus douloureux pour le nôtre encore, parce que nous sommes le premier à avoir eu le courage de dire ici le peuple est souverain, et grâce aux travaux que nous avons conduits des siècles durant dans des conditions terribles, nous avons permis au monde de monter en civilisation. C'est pour ça qu'on a dit que nous étions la cité des droits de l'homme. Parce que l'homme n'est pas naturellement bon, mais généreux. L'homme, c'est la loi du plus fort. Il vient du règne animal. Qu'est-ce qui le permet de vivre ensemble? C'est les acquis réglementaires, législatifs, ce qui a été fait au nom du peuple, c'est les acquis sociaux, c'est la manière de répartir, de travailler ensemble. Mais à partir du moment où tout ça nous échappe, nous redescendons en civilisation. Et là, nous redescendons de nouveau en chute libre. C'est pour ça qu'il y a effectivement préoccupation et danger. Les gens sont très préoccupés. Alors, il y a, je vais dire un petit peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réactions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le Bartou, pour que ma fille puisse savoir aujourd'hui comme avant, l'Europe nous la change comme les tunnels du sponsor. Ça, c'est des gens qui de chez vous, ça, le Bartou, non? Oui. Voilà, donc voilà, il y a des gens qui vous soutiennent en tout cas dans ce combat. Monsieur Lassalle aurait-il des informations sur le traité transatlantique? Ah, le grand marché, vous avez entendu parler de ce projet? Parce que c'est quelque chose d'énorme. C'est un projet énorme qui est en train de, on a l'impression, pareil, de se faire dans le dos des peuples. Très peu d'informations, très peu de réactions, alors que ça risque de modifier tout le paysage économique de la France, quoi, dans les 10 prochaines années. Écoutez, d'après ce que j'en sais, mais vous savez, mes collègues n'en savent pas beaucoup plus que moi, c'est un traité atlantique entre l'Europe, les États-Unis et le Canada, surtout pour avoir, comment je dirais, pour mettre en place un univers d'échanges privilégiés, mais uniquement basé lui aussi sur la finance et sans les réglementations dont je parlais, avec le FMI et l'OMC. Et on pense qu'avec ça, on va damer le pion aux Chinois, aux Indiens qui se développent, mais ça ne fait que exacerber une concurrence qui est de plus en plus féroce déjà entre nous, mais avec les autres. Alors que c'est pas ça qu'il faudrait construire. Il faudrait d'abord que l'on y voit clair, déjà à notre niveau, comme nous le disions tout à l'heure. Et moi, je pense, alors ça, c'est un petit peu nouveau, parce que je ne savais pas quelle était vraiment la situation du pays et des aspirations. Il y a une volonté dans ce pays de s'en sortir, malgré toute la résignation. Il y a une volonté de se réunir, de se rassembler. Et il y a un très grand besoin d'écoute, il y a un besoin de s'exprimer et d'être pris en compte. Beaucoup de mes concitoyens ont dit, écoutez, monsieur le député, vous passez, ils vont tous très bien reçus, on ne vous a rien demandé, mais surtout, ne travestissez pas nos mots, ne changez pas l'essence de ce qu'on vous dit. Dites la réalité telle qu'on vous la dite. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire. Donc j'en suis pour l'instant à ce stade de constat et je vais essayer de produire un compte rendu, style compte rendu parlementaire, sauf que je suis le seul député que je présenterai au président de la République fin février. Ensuite, on verra si les Français s'intéressent ou pas et si on peut faire des propositions. Mais je crois que nous sommes dans une phase où les Français voudraient toute sensibilité confondue. Et j'avais annoncé d'ailleurs, j'étais tellement impressionné parce que j'ai entendu le 20 juin, après avoir fait l'épisode du Nord et de l'Est et les Ardennes, je suis venu à Paris et j'ai fait une note pour le président de la République. Et j'ai été reçu par Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, pendant 50 minutes. Je leur ai dit, j'imagine que nous avons les moyens de suivre l'évolution de notre pays, mais moi, je ne nous vois pas à l'abri de débordements qui peuvent être des événements qui sortent du lot et qui peuvent très rapidement dégénérer. Et sans de vouloir, j'ai totalement décrit
le fait breton, 4 ou 5 mois avant qu'il ne se produise. Parce que j'ai dit, voilà, j'ai rencontré des patrons, j'ai rencontré des syndicalistes, j'ai rencontré des ouvriers, des chômeurs, des mamans, des mères de famille, me tiennent tous le même langage. C'est la première fois dans un pays où la lutte des classes a pourtant marqué autant les esprits, que tout ce monde dit exactement la même chose. Il dit, écoutez-nous, on a envie de s'en sortir, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui, nous n'avons aucun élément à notre disposition, nous sommes complètement cloués au sol par ce croisement redoutable que vous avez fait entre la technocratie soviétique, par la destruction de l'État, et la technocratie qui a pris sa place, et le capitalisme américain. Au pays des droits de l'homme, vous avez croisé la technocratie soviétique avec le capitalisme américain, vous l'avez fait, il fallait le faire, vous l'avez fait. Voilà, donc il y a cette aspiration, c'est pour ça que moi je pense que le 30 mai sera un élément très important. Je suis content d'avoir posé l'acte l'année dernière parce qu'il n'y avait pas d'élection et que ça me permettait sur une longue durée de poser un acte qui puisse interroger et faire réfléchir. Et puis maintenant, il faut voir, je n'ai pas posé un acte d'une telle ampleur, 8 mois hors de chez moi, pour laisser les affaires ensuite aller. Je veux voir comment le peuple va réagir. Je pense qu'il réagira d'une manière forte le 30 mai, et je veux contribuer, je vais le faire savoir, à ce que nous apportions une réponse à la hauteur du signal que va nous envoyer le peuple. Et c'est peut-être à partir de cela qu'il y a 2 ou 3 dossiers qu'il faudra remettre sur le tapis, que l'on croyait acquis et sur lesquels il faut rouvrir de toute urgence le débat, et parmi eux la dette et leur construction, et la construction européenne. Ouais. Parce que là, bon, vous avez beaucoup de soutien. C'est très positif parce qu'on nous dit bienvenue à Monsieur Lassalle. Il y a même il y a Polo de Lisbonne qui vous salue. Alors il y a Subversif, il y a une question qui nous dit: je respecte énormément le parcours de Monsieur Lassalle, un homme de la terre qui se bat au quotidien pour la préservation de l'environnement. Je lui reprocherais simplement de se porter sur de petits combats tels que la préservation des populations montagnardes, certes légitimes, alors que les problèmes liés à l'Europe que le MoDem défend, à la finance internationale ou encore à notre souveraineté. Donc c'est vrai, voilà, c'est... Mais il n'a pas tort, notre ami de Lisbonne, vous avez dit. Non, c'est Subversif, ça, qui nous dit ça. C'est Subversif. Subversif n'a pas tort, mais seulement, jusqu'il y a 10 ans, mes mandats et mes responsabilités étaient des responsabilités locales. Et j'ai défendu passionnément les vallées que je représentais et le monde rural, parce que je pense que c'est une très grande erreur pour notre pays que de conduire à l'égard de nos campagnes la politique terrifiante qu'il conduit. Notre pays est un pays d'équilibre. Et il y a un des éléments qui a fondé vraiment notre unité, c'est la relation intime entre l'homme et le territoire. Et jamais on a voté en fonction uniquement du nombre de citoyens que l'on représente. On a tenu compte aussi des territoires dont il convenait de s'occuper et qu'il convenait de défendre et sur lesquels il fallait veiller. Mais regardez les effets déjà, depuis qu'on ne s'en occupe plus. Avant, indépendamment du fait qu'il fait plus chaud certainement qu'auparavant, mais vous aviez des feux l'été, ils étaient circonscrits sur la Corse, un peu à Marignane, mais maintenant c'est la moitié de la France qui est susceptible de flamber. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus les éleveurs, les bergers, les agriculteurs qui entretiennent les montagnes. Et il n'y a rien qui arrête le feu, sauf la verdure. La verdure, elle arrête le feu, elle le stoppe. Regardez les terribles catastrophes qui s'abattent sur nos villes, avec, surtout l'été, ces grandes crues. Mais c'est la montagne qui n'est plus entretenue. Avant, les hommes étaient là. Dès qu'il y avait un arbre qui tombait sur le ruisseau, ils l'utilisaient pour faire du bois. Je réponds d'une manière très simple, parce que la question est posée aussi d'une manière très forte, mais très simple. Et on avait des cours d'eau, on avait une montagne qui était, et un territoire
qui était entretenu comme du papier musique. Alors c'est vrai que je me suis beaucoup impliqué dans cette affaire parce que je la considère comme essentielle. Et aujourd'hui, je m'implique un petit peu, je commence à m'impliquer un petit peu au niveau national parce que c'est devenu à mes yeux tellement important. J'ai 4 enfants. Je me dis, ben, enfin, mon père avait 4 enfants aussi, il était berger, j'étais berger jusqu'à l'âge de 22 ans. Mais quand je regarde de près, il nous a laissé beaucoup plus de chances de réussite, lui qui n'avait rien, mais qui nous a tout donné, que moi qui suis député, je vais en laisser à mes propres enfants. Donc c'est là que j'ai été amené progressivement à m'intéresser aux grands problèmes du pays et du monde. Mais c'est assez récent. Jusque-là, j'avais surtout un mandat local. Ouais, vous êtes un homme de terrain, c'est bien ce qu'il y a. Voilà. Et là, je suis amené, j'ai posé un certain nombre d'actes de dimension nationale ou même internationale depuis quelque temps. Je ne dis pas ça à notre ami pour me défausser, je lui raconte simplement ce qu'a été mon parcours et ce qu'a été mon histoire. Donc voilà pourquoi je me suis, c'est vrai, investi sur des sujets qui peuvent apparaître secondaires, mais qui sont aujourd'hui très importants. Les lois que nous venons de voter, Sarkozy d'une part, et maintenant Hollande d'autre part, sur l'anéantissement de la représentation de 50% du territoire, sera dramatique. Une absence de politique sur les villes et l'entassement dont on n'avait pas besoin de réaliser en France. Quand on les fait au lendemain de la guerre, je peux comprendre, mais après on avait le temps de se reprendre. A donné le problème des banlieues, avec 400 voitures qui brûlent dans toutes les banlieues le 1er janvier. Mais le fait d'enlever les conseillers généraux du monde rural, sur lequel ils jouent un rôle considérable au moment où les Français pose la question, proximité. Mais c'est un acte d'une gravité absolue parce que du coup, on ne peut plus dire égalité pour tous sur l'ensemble du territoire français. Nous ne sommes plus à égalité de chance. Et depuis quand peut-on dire qu'on doit représenter la population au nombre sans tenir compte du territoire sur lequel nous vivons? Moi, j'avais 15 cantons dans la circonscription qui est pratiquement tout le long de la frontière espagnole. Les frontières ont toujours été un élément très important qui peut le rester encore. Il y a des centaines de milliers d'hectares qui étaient remarquablement entretenus, mais la mort politique précède toujours la mort sociale et économique. Et dans un lieu où on ne débat plus, eh bien, c'est la vie qui s'en va. Et c'est pareil pour les maires. Regardez, notre loi, c'est de créer des intercommunalités de plus en plus étendues. Il y en aura 3 par département pour les 3 fauves dominants, pour les 3 formes politiques dominantes de chaque département, mâle ou femelle, qui auront leur... Alors qu'on vient de voter la loi anti-cumul des mandats, mais ils auront le plus formidable du cumul des mandats, c'est-à-dire député ou sénateur, et en même temps président d'une de ces intercommunalités, mais avec ça, c'est la commune qui va disparaître. Là, c'est ce qu'on nous dit. La représentation. Là, c'est ce qu'on nous dit. Il y a quelqu'un qui nous dit, Rogelio, Monsieur Lassalle, ne laissez pas l'Europe dissoudre le Béarn dans un land Midi-Pyrénées avec l'Occitan. Le Béarn est trop beau pour cela, et c'est la patrie d'Henri IV. Oui, mais et il a tout à fait raison, parce que nous avons quand même quelques siècles d'histoire. Il parle du Béarn, mais on a Henri IV, et puis la Révolution, à un moment donné, on fait le choix, comme on a dit, d'une manière arrangée à l'époque, de rattacher la France à la Navarre. Oui. Mais au fond, du coup, on nous a enlevé toute identité et on nous a enlevé toute capacité à peser sur notre destin à l'époque. Bon, c'est tellement loin maintenant que c'est pas la peine d'y revenir, mais c'est pour dire qu'il a raison. Et que ce qui s'est passé, bon, il fallait le faire, il fallait établir les bases d'un pays, et la France est un pays absolument singulier et incroyable, parce que c'est le seul qui se soit construit en réunissant des peuples et des nations, et même des États. C'est pour ça qu'il est si singulier. Et il a fonctionné parce qu'il avait besoin d'un État
qui assure l'équilibre des chances. Les régions et les collectivités territoriales finalement, sont trop politisées pour les assumer. Et en même temps, c'était ce pas de danse très élégant avec les provinces chargées l'histoire. Non, parce que moi, ce que j'entends en plus dans ce que vous me dites, ça veut bien dire que justement la France étant une construction politique par nature, donc c'est une construction très spéciale, on va dire, d'un point de vue de la constitution de la nation, quand l'État va mal, puisque l'État français il est très important pour cette régulation justement. Absolument. Si l'État va mal, la France va mal. Et bien sûr, c'est exactement ça. Moi, je veux dire à notre ami Béarnais que c'est un des éléments, bien sûr, qui est très important pour moi. Et je veux lui dire que nous sommes vraiment très très mal inspirés, parce qu'aujourd'hui, on empêche par exemple l'apprentissage du béarnais, du basque, du corse, du breton, comme si, au début de la République, ils allaient gêner l'implantation du français. Ça n'a pas été une bonne chose, ça a été malheureusement un des excès de la République, parce que les langues ne nous appartiennent pas. Nous avons le besoin de les transmettre, et c'est une grande chance d'avoir plusieurs langues. C'était pas aussi pour faire l'unification de la France? Oui, c'était pour faire l'unification. Mais bon, ça a été fait comme ça. C'était un peu dur. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est plus le breton et le corse qui gênent le français. C'est nous-mêmes. Nous avons renoncé à défendre le français. Et nous allons tous vers l'anglo-dollar. Oui, mais ça, c'est une soumission aux Américains. Et aux Anglais. Et aux anglo-américains. Aux anglo-saxons. Parce qu'il y a la loi Fioraso qui autorise maintenant les écoles. Et on pourra même faire un cursus bientôt universitaire en France sans parler français. Et à la finance surtout. Et alors que nous avons une langue qui est porteuse de liberté, qui est porteuse, comme l'était la plupart de toutes nos langues dites régionales, qui est porteuse d'indépendance, d'esprit. Et qui est porteuse de romantisme, qui est porteuse d'amour. Mais pourquoi nos élites abandonnent la France pour se soumettre à cette domination anglo-américaine? Mais pourquoi ça nous ramène aux mêmes questions? Non, parce que ça c'est une question, c'est une question, bon, il y avait Subversive qui posait une question sur la politique étrangère, mais qui rejoint un peu ça, parce qu'il demandait c'était quoi, que pensez-vous de la politique étrangère au Moyen-Orient? Peut-on parler d'un lobby sioniste? C'est-à-dire que est-ce que l'appartenance de la France à l'OTAN, parce que ça c'est quand même très important, nous entraîne dans des guerres? Et est-ce qu'il faut continuer cette appartenance? Parce que ça c'est typiquement une soumission à l'empire anglo-américain. Qu'est-ce qu'on fait en Afghanistan, en Libye? Enfin je ne sais pas vraiment. Moi j'étais très opposé au retour de la France dans l'OTAN. Et surtout maintenant nous n'avions strictement plus rien à y faire. Le général de Gaulle avait eu le courage d'en sortir au moment où pourtant il y avait le danger de l'URSS, mais il considérait que c'était plus... il l'avait écrit d'ailleurs, il avait dit à la fin de l'URSS c'est terminé l'OTAN et tout. D'ailleurs il s'était trompé parce que c'est l'inverse. Mais l'incitation, ils considéraient que c'était plus une incitation à la guerre, mais maintenant nous n'avions absolument rien à y faire. Alors pour ne pas tout mélanger vis-à-vis de nos amis qui interviennent là-dessus, moi je n'ai qu'une seule explication, c'est que malheureusement nous perdons les pédales chaque fois que nous changeons de monde quelque part, chaque fois qu'il y a un élément très important, et au lieu de s'adapter avec les peuples, avec nous, parce que nous ne sommes jamais que leurs représentants, c'est eux qui nous élisent et nous parlons en leur nom. Je me considère comme un tout petit enfant d'Athènes, même si Athènes ne fut pas parfaite pour les hommes, pour les esclaves et pour les femmes et les esclaves surtout, mais enfin c'est quand même le berceau et le creuset de nos démocraties modernes, on n'a pas trouvé mieux. Je dis, nous avons perdu de nouveau la tête et nous laissons de nouveau les puissances financières, aujourd'hui portées par une langue qui s'est spécialisée là-dessus, nous écraser littéralement. Et ça, les Français, je vous assure, ils le comprennent très très bien. Puis ils ont vu ce que ça donnait pour les Grecs et les Espagnols, dont on a finalement, qu'on a fini d'écraser au lieu de les aider. Parce que ce n'est pas en empêchant de vivre que vous pouvez permettre à quelqu'un de rembourser ses dettes. Moi, j'ai remboursé mes petites dettes quand j'ai commencé la vie, je n'avais rien. J'ai dû emprunter un peu pour créer ma propre entreprise, et j'ai commencé à rembourser.
quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent. Mais comment voulez-vous que la France paye quoi que ce soit? Elle n'a plus d'industrie, elle n'a plus d'agriculture, elle n'exporte plus que des avions, heureusement, mais elle vend en même temps que l'avion, elle donne le bon de construction, c'est-à-dire comment il faut le fabriquer. Finalement, les Grecs, les Espagnols, on les saigne pour garder l'euro. Puisqu'en vérité, c'est ça le fond du problème. La Grèce, depuis longtemps, elle aurait dû quitter l'euro et reprendre sa monnaie. Parce que si la Grèce s'en va de l'euro, on peut imaginer que les Espagnols n'auront plus trop envie d'y rester, ça va faire une cascade et tout ça va partir à volo un peu. C'est pas ça qu'ils ont peur un peu. Mais je pense que c'est un petit peu tout ça, mais surtout c'est que puisque maintenant tout le monde est rentré dans le même manège, il faut que tout le monde y reste, que personne n'en sorte. Mais pourquoi pas, mais à condition que ce soit expliqué et que ce soit dit et que les peuples aient le choix. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ne l'ont pas du tout. Et ils ont beau voter dans un sens, dans l'autre, protester, puis finalement ils finissent par se résigner, mais rien n'y fait. Le vrai problème est que, pour en finir avec cette séquence, nous avons perdu le pouvoir au nom du peuple souverain. Le pouvoir aujourd'hui est entre les mains de la finance et de la technocratie. Alors je vais me faire encore des centaines d'ennemis. Ah non, certainement des centaines d'amis. Ici, vous aurez beaucoup d'amis. En disant cela, mais il faut quand même commencer par parler d'une manière responsable. Et c'est la réalité. Alors, rien n'est perdu si l'on a encore la capacité à remettre sur le tapis. Moi, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire ce soir. Si en 6000 km et 8 mois de marche, j'avais compris, je serais plus fort qu'Einstein. Et puis, ce ne serait pas bon de passer d'un instant à l'autre. Il faut tout simplement de nouveau rouvrir le débat là où ça fait mal, là où les Français se posent vraiment des questions et là où ils ont de plus en plus le sentiment qu'on a un problème et qu'il faut y remédier. Donc moi je ne peux pas dire aujourd'hui s'il faut sortir de l'Europe ou y rester. On ne peut pas le faire comme ça parce que penser, on m'a toujours appris à ne pas faire de simplification. Mon père me disait toujours, il était berger, quand tu es perdu et que le brouillard s'étalera sur toi, assieds-toi. Parce que tu vas voir, il se lèvera. Et à ce moment-là, tu pourras reprendre ta marche. Et tu y verras clair et tu verras où tu vas. Tandis que si tu as voulu t'agiter avec le brouillard, tu vas te fracasser au fond des abîmes, tu vas peut-être te tuer, ou tu vas peut-être entraîner ton troupeau dans le même sort, et tu ne feras rien. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que plus le brouillard s'épaissit, et plus on fonce, et on continue à foncer dans la même direction. Alors, moi, la direction, je ne la connais pas encore, et je ne peux pas la connaître non plus tout seul. C'est une réflexion qu'il faut conduire de nouveau en retrouvant les peuples et les citoyens. C'est pour ça que moi, je suis très profondément républicain, mais pas uniquement pour le dire, mais pour le mettre en œuvre. Et là, je crois que nous devons, on va me dire mais comment, mais il faut inventer, nous sommes un pays qui a tant apporté à la civilisation, il faut trouver d'autres moyens, injecter de l'ingénierie, de relations entre les individus pour recréer de nouveau une citoyenneté, pour recréer un peuple. Et à ce moment-là, vous allez voir, le peuple se réveillera, et au lieu de se réveiller d'une manière violente, ce qui ferait tuer de nouveau une nouvelle génération de jeunes, ou de se réveiller dans l'extrémisme, eh bien, il peut le faire dans l'intelligence, et ça peut être, au lieu du fracas annoncé, une nouvelle période des Lumières qui s'ouvre. À ce moment-là, il faudra faire quand même une chose, ça j'en ai la certitude de toute urgence. Nous sommes le seul pays qui conduit un très grand projet. C'est lorsque, au lendemain de Sedan, alors que notre pays était écrasé, et physiquement, et moralement, il s'est trouvé, c'était la Troisième République, des hommes comme Ferry et Grévy pour lancer le grand projet d'instruction du peuple français. Ça, c'était une vraie projection sur l'avenir, un vrai projet. Bien sûr, il n'a pas tout empêché, mais on l'a fait. Mais aujourd'hui, on a renoncé et on a alambiqué et compliqué à souhait, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons de nouveau
25% de Français qui ne savent ni lire, ni compter, ni écrire. C'est un scandale. Et ensuite que nous avons perdu. Nous n'avons plus donné la capacité à ceux qui ont l'intelligence de la main pour l'imposer à la matière et qui pourraient reconstruire du beau, alors que nous avons des entrées de ville indignes de nous. Et si on reconstruit du beau, on redonne du moral à tous, et on redonne aussi du travail, on redonne des perspectives. Et quant à ceux qui ont la capacité, la constance pour conduire des études plus longues, pour devenir demain des chercheurs dont nous avons tant besoin, pour redevenir des artistes de haut niveau, pour devenir des intellectuels, nous n'en avons plus, mais comment voulez-vous en avoir lorsque tout le monde s'est aligné sur les mêmes bases, c'est-à-dire libre concurrence, ouverture des marchés à tout va, l'argent à tout va, et tout, vous ne pouvez pas en avoir. Et à ce moment-là, nous retrouverions de nouveau les conditions pour répondre aux questions que vous me posiez. Quels sont les choix qu'il faut faire? Et à mon avis, je pense que le jour viendra certainement sur l'Europe, il faudra se reposer la question à mon avis, il ne faut pas tout jeter avec l'eau du bain. Il faut faire en sorte que les tragédies d'hier ne soient plus possibles. Mais ce n'est pas en effaçant la responsabilité et la conscience des peuples, surtout lorsqu'ils sont aussi anciens, et en calquant sur l'espace le plus ancien en démocratie du monde, c'est-à-dire aujourd'hui sur l'Europe, le modèle américain des USA et de leurs États, qu'on réussira. Parce que malgré le respect que je porte à l'Ohio, c'est quand même pas la vieille Espagne. Le Massachusetts, ce n'est pas la Grèce ni la Rome antique. Certainement pas. Et le Connecticut n'est pas la France. Donc c'est un modèle qu'il convient d'inventer et qui permette, à mon avis, mais c'est à inventer entièrement. Ce n'est pas du copier-coller qu'il faut faire. Il faut trouver le moyen de créer la fraternité, mais de faire en sorte que chacun puisse assumer sa part de responsabilité. On peut s'aimer beaucoup dans un village, dans un hameau et dans une banlieue, sans vivre tous sous le même toit et dormir dans la même chambre, parce que ça ne dure pas longtemps. Il faut faire en sorte qu'on ait du plaisir à visiter l'autre parce qu'il est dans sa propre maison. Alors tout ça c'est un petit peu théorique, mais moi j'essaie d'expliquer comment on peut de nouveau créer les conditions de l'échange, de la rencontre, du retour du citoyen, du retour du peuple, le grand absent de ces 25 dernières années. Et le peuple, comme disait le général de Gaulle, a le plus droit du bon sens. Et il y a tellement de capacités de réflexion, d'intelligence, de savoir-faire, que notre pays, eh bien, s'il engageait ce grand projet, qui au moment où le racisme malheureusement revient chez nous, où on a parlé aussi de... Alors, là, il y a avalanche de questions, évidemment, vous avez parlé de ça. Si on nous parle, affaire dite de la quenelle Diodo, peut-il continuer à faire son métier d'humoriste sans entrave? C'est quoi la définition de la liberté d'expression? Ça, c'est Vincent Zalcol qui nous demande ça. Alors, avant de répondre et puis il y a Roger Liot qui pose la même question. Enfin, ils sont plusieurs à poser cette question. Alors, avant de répondre à Vincent et Liot, ce que je veux dire, c'est que lorsque un peuple perd, comment je dirais, son futur, perd son vivre ensemble, perd son amour de construire, d'élever ensemble ses enfants. Et je veux revenir sur ce grand projet d'instruction. Pensez que si on mettait en place un projet et qu'on apprenne de nouveau, quelle que soit la race, quelle que soit la couleur de peau, tous ceux qui sont sur le territoire français, si on leur apprenait à tous de nouveau la même chose, si on leur donnait les mêmes valeurs, tout en respectant celles qu'ils peuvent avoir reçues, mais ils sont sur un territoire républicain, en leur donnant
déjà un socle commun, bien vous feriez reculer immédiatement, parce que ces enfants se reconnaîtraient tous. Vous feriez en France, il y a beaucoup d'anti-France. C'est un pays où quand on sort un drapeau français, on nous traite de fascistes. Ah oui, malheureusement. C'est alors qu'en Amérique, comment on en arrive? Oui, mais vous voyez, c'est toutes ces questions-là. C'est pour ça que nous, on a un public qui est très pro-France, autant le dire, très justement qui se dit il faut arrêter avec cette folie de quelqu'un il voit un drapeau français, c'est du fascisme. C'est pas acceptable. Il faut qu'on revienne à l'amour de la France, sinon on ne pourra pas s'en sortir. Absolument, mais beaucoup de Français, mais même, vous savez, de nouveaux citoyens qui sont venus d'ailleurs, d'autres territoires, m'ont dit mais on ne s'y retrouve plus, on ne sait plus qui on est. Même le président, quand il nous parle, ne nous qualifie plus de Françaises, de Français, il nous qualifie de chers compatriotes. Heureusement, c'était la période où il y avait les deux matchs, là, il y a France All Black en rugby et France-Ukraine, pour qu'on reparle encore de France-Ukraine et de France-Nouvelle-Zélande. Il n'y a plus que dans le foot. Et dans le rugby, pour parler de nous. Parce que sinon, on n'ose pas, on donne l'impression qu'on va toujours gêner quelqu'un, une Europe qu'on ne connaît pas, un monde qu'on voudrait connaître mais qu'on ne connaît pas, et qu'on va déranger. Mais est-ce que les Allemands ont aussi peur de déranger? Ils sont quand même, enfin moi il y a une image qui m'a choqué, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette image c'est le soir de l'élection d'Angela Merkel, sa dernière élection, on lui tend un drapeau allemand sur la scène, et elle refuse le drapeau absolument, elle dit non, elle en veut pas, et elle le rend à un de ses collaborateurs, genre non, surtout pas de drapeau allemand, alors qu'on voit des drapeaux européens. Donc, moi j'ai l'impression, et c'est ça le fond de la chose, c'est que les gens se disent finalement, donc c'est l'Union Européenne doit écraser les nations pour exister. Il y a un petit peu de ça. C'est pour ça que je vous disais, il y a une réflexion à conduire. Tout ce qui se fait, mais il ne faut pas tarder. Il faut le faire vraiment après le 30 mai, il faut commencer à poser les bases. Quitte à prendre une année même de réflexion pour notre pays. Regardez, l'an prochain, il y a 2 élections. Les cantonales qui seront complètement émasculées par le fait qu'on ne va même plus élire des conseillers généraux là où ils sont vraiment nécessaires, parce que dans les villes, malgré tout, il reste les maires et les administrations municipales qui font quand même ce qu'elles peuvent. Mais dans notre territoire, il n'y a strictement plus rien. Et les régionales, alors que les régions sont invisibles. C'est incroyable. Les Français, lorsque je les interrogeais, ils me le disaient eux-mêmes, ne connaissent même pas le président de leur région. Et quand vous leur demandez de citer 2 noms de conseillers régionaux, ils n'y arrivent même pas non plus. Donc, ça ne va pas en haut et ça ne va pas non plus au niveau du territoire. Donc je pense que c'est là, à partir de là, qu'il faut vraiment engager une réflexion. Et pourquoi ne pas reporter ces 2 élections et décider, et ça c'est du niveau du président de la République, que la France va rentrer en réflexion. Alors on va peut-être dire que je suis un peu révolutionnaire, mais d'abord en faisant le point au niveau de ces institutions, au niveau de l'Assemblée nationale, que le Premier ministre, comme je disais tout à l'heure, arrive avec des rapports devant le député et dise voilà où on en est à propos de l'Europe, où on en est par rapport à notre souveraineté, où on en est par rapport à la dette, où on en est par rapport à l'organisation du monde. Et puis ensuite, il faut poursuivre ce débat, à mon avis, sur l'ensemble du territoire français, un peu dans l'esprit dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le Conseil national de la résistance. Voilà. Et pourquoi attendre? Moi, je serais quand même très malheureux si en 2050, je finis sur cette idée, vous voyez, si en 2050, il y avait de nouveau un monsieur Essel, moi je ne le verrai pas, mais qui venait de nouveau expliquer que c'était très bien ce Conseil national de la résistance que nous avons créé en 2025, après que nous ayons trucidé de nouveau une nouvelle génération de jeunes qui n'avaient rien demandé. Ce serait quand même un peu stupide, et ce serait vraiment... Là, je crois qu'on aurait été plus nul que nul. C'est pour ça que pourquoi ne pas imaginer que l'an prochain, on puisse débattre sur l'ensemble du territoire, sous la férule des députés, sous la férule des maires qui seront tout neufs, et puis des associations, et puis de tous ceux
voilà, qui ont un sens de responsabilité, mais vous êtes beaucoup plus responsable quand on vous dit que vous êtes responsable que vous ne le croyez. Tandis que si on vous impose un marteau pilon, vous n'avez qu'une idée, c'est de faire l'inverse de ce qui vous est demandé. Et vous perdez le sens de la responsabilité, alors qu'il faut le retrouver. Notre grand peuple a montré que nous en étions capables, et notre grand pays est un pays qui a beaucoup de ressources, le seul au monde qui peut se relever en 10 ou 12 ans après les pires avanies qui sont arrivées. Votre message de toute façon est passé. Hein. On va faire une petite pause, puis on va revenir juste après, puisqu'on nous dit même, je lis un dernier commentaire de Razin qui dit comment cet honnête homme a pu devenir député, il y a un bug dans le système. Vous voyez, vous plaisez beaucoup en tout cas à nos auditeurs, vous les avez charmés, on revient juste après, donc restez connectés. J'ai pas pu poser toutes les questions, allez-y poser les questions. Stéphane a parfaitement raison, épargnez-nous l'affaire Dieudonné pour ce soir, s'il vous plaît. On peut parler un mot si vous voulez. Mais non, parce que bon, ils nous en parlent souvent, ils sont taquins. Donc voilà, si vous voulez en toucher un mot, il n'y a pas de problème, mais on n'est pas obligé d'en parler parce qu'on a beaucoup parlé. Mais en tout cas, allez-y, posez vos questions, parce que je sais qu'il y en a pas mal et je referai un point au retour parce qu'on n'a pas pu répondre à tout, évidemment. Donc, vous savez l'affaire Dieudonné, moi je vais vous donner mon sentiment. Ça peut arriver, vous voyez, même dans une famille qui est restée unie, bien, un jour, vous savez, le père, il a été un petit peu dérangé par la réflexion d'un de ses fils ou sa femme, ou le contraire, la femme a été dérangée un petit peu, et elle a un petit peu d'amertume, mais si on ne parle pas, ça ne s'arrange pas, et puis il perd le moral, et puis au fond, il n'a pas envie de continuer à s'impliquer dans sa maison. Ça, c'est la France aujourd'hui, vous voyez. Elle aurait envie de parler, elle aurait envie de s'ouvrir parce qu'il y a beaucoup de choses qui lui font du mal au cœur, comme à cet honnête homme dans sa famille. Et puis un jour, cet honnête homme, il peut rediscuter avec son fiston ou avec sa femme. Et puis alors là, il ouvre de nouveau les portes et les fenêtres et tout redémarre. C'est ce qu'il faudrait à notre pays. Mais quand vous êtes dans une ambiance comme celle-là, où vous ne comprenez plus le sens des choses, et au fond, où tout vaut tout, où on vous déballe des informations qui vont de la plus grande extrémité à la plus grande légèreté, sans serrer l'importance et sans que votre esprit critique, votre esprit civique, votre esprit d'homme, avec tout ce que cela, votre conscience soit interpellée, mise, interpellée, puis que votre sens de la responsabilité puisse s'exprimer, eh bien, vous en arrivez à dire ce système, je vais le combattre par tous les moyens. Et je pense que c'est un petit peu ce qui se produit avec Dieudonné, qui, ma foi, n'a pas l'air d'être, n'était pas, je n'ai pas connu, je n'ai pas regardé sa biographie, mais n'était pas certainement ce qu'il est devenu au départ. Il l'est devenu progressivement, et si hélas, tant de Français se retrouvent dans ce qu'il dit, c'est que ça traduit une très grande souffrance. Et au lieu de jeter toute cette débauche de colère à l'autre sens, si on apportait un petit peu de compréhension et d'explication, et si on disait, bon, au lieu de s'engueuler de cette manière, on va essayer quand même de se comprendre, on est tous de ce grand pays qui a tant fait. Il y a certainement un problème derrière cette expression. Moi, je pense que ce n'est pas en bâillonnant l'expression qu'on l'a fait taire. Au contraire. Alors, je ne donne pas raison à Dieudonné, je ne suis pas antisémite, loin de là, je ne suis pas raciste, j'ai toujours été très bien avec les gens que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré d'infiniment chouettes partout, j'ai rencontré aussi quelques couillons partout où je suis passé, mais peu importe, ça c'est... Mais ce qui me manque le plus, c'est le sens de la responsabilité, de la conscience, de la conscientisation. Et dans un contexte de responsabilité, je pense que M. Dieudonné reverrait ses sketchs. Et il redeviendrait le grand artiste qu'il est certainement au fond de lui.
Eh bien voilà ce que je peux dire. En tout cas voilà, vous avez la réponse puisque c'était une question qui taraudait pas mal de monde. On va faire la petite pause et puis on revient juste après. Malheureusement j'ai pas la petite fiche, mais on vous a concocté un petit programme. De toute façon on a Asselineau sur la Marseillaise qui est assez excellent, puis on a un épisode du Débrancheur sur l'Union Européenne, voilà, qui vous décrypte ça avec son habitude sarcastique. À tout de suite sur MetaTV.